Avant d'aborder et d'entrer dans le vif du sujet, en tout cas pathologique, puisque la maladie d'Alzheimer est une maladie, je voudrais revenir d'abord sur quelques faiblesses de la mémoire pour que les gens là aussi ne se méprennent pas. Tout n'est pas de la maladie d'Alzheimer. On pourrait s'inquiéter sans arrêt parce que notre mémoire n'est pas infaillible, même si elle est très performante à certains points de vue. Et donc, revoir 7 petites faiblesses de notre mémoire, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, la première faiblesse d'abord, enfin si on peut dire faiblesse, c'est l'effacement. C'est vrai que notre mémoire, finalement, on pourrait se dire pourquoi elle ne garde pas tout et pourquoi elle efface au fur et à mesure, et est-ce que c'est un inconvénient ? Alors oui, attendez, deux choses. Alors pourquoi ne garde-t-elle pas tout ? Parce que si vous voulez, c'est la répétition, c'est le rappel qui entretient le phénomène. Par exemple, ce que vous avez fait hier, vous allez vous en rappeler. Bon, si vous le rappelez 2 ou 3 fois, vous allez en rappeler, mais ça va s'effacer au cours du temps. Donc l'effacement est naturel. Alors est-ce que c'est un inconvénient ? Peut-être pas, parce que si on se rappelait de tout, ce serait absolument effroyable. Et je me rappelle cette phrase du fils d'un patron de neurologie, je ne vais pas dire son nom, mais qui m'avait dit un jour, en parlant de son père, qui m'avait dit que son père lui avait dit « ma mémoire me gêne ». C'est extraordinaire comme phrase. C'est-à-dire que trop de mémoire peut être finalement un peu gênant, parce que finalement on se rappelle de tout, et ça serait vraiment peut-être pas si agréable que ça. Alors la deuxième faiblesse, c'est le mauvais encodage, ça vous en avez dit un mot. C'est vrai que ça c'est particulièrement important pour les seniors et pour les étudiants de bien encoder. Comment on fait pour bien encoder ? Tout part de là, c'est la capacité à mobiliser ses ressources attentionnelles. Si vous avez, par rapport à une information, si vous êtes capable d'évacuer tout ce qui peut éventuellement, ce qu'on a dit tout à l'heure, envahir votre champ de pensée, à ce moment-là, vous y arriverez. Si pour une raison ou pour une autre, en même temps que vous êtes confronté à une liste de mots, je vous donne une liste de mots, mais en même temps, vous savez que vous devez aller chercher votre enfant et qu'il ne faudrait quand même pas trop tarder, et que parallèlement à ça, vous avez appris que vous avez une mère qui est souffrante, vous n'allez pas mobiliser totalement vos ressources attentionnelles. Donc, si vous voulez, il faut être comme un buvard, prendre, capter, aspirer, enregistrer l'information, et là, à ce moment-là, on la mettra dans le cerveau. Mais si on ne garde pas l'information, c'est souvent parce qu'on a fait un mauvais encodage. Alors, mauvais encodage, mais le troisième point faible, c'est le blocage. Vous l'avez dit tout à l'heure, parfois, on sait qu'on a l'information dans le cerveau, on n'arrive pas à la récupérer. Comment ça s'explique ? Ça, parce qu'on a des régions dans la partie du cerveau qui s'appelle le lobe frontal, et dans lequel il y a des stratégies de récupération qui sont activables. Donc, tout ce qui nécessite un effort pour récupérer une information dépend du contrôle du lobe frontal. Et au cours du vieillissement, on a montré qu'il y avait une hypoperfusion de cette région du cerveau. Donc, ça demande plus d'efforts pour récupérer des informations qui sont probablement un peu routinières chez les gens plus jeunes. Donc, il va y avoir, avec le temps, ce qu'on appelle cette impression d'avoir l'information, de savoir qu'on la sait, mais avoir du mal à la récupérer. Et on la retrouve comment dans ce cas-là ? Alors, mon patron, l'ermite, avait fait un très joli travail. Il avait montré qu'en réalité, il y avait une sorte de tête chercheuse qui alors inconsciemment, recherchait l'information. Et chez des sujets amnésiques, il leur demandait de leur donner des informations sur, par exemple, leur mariage. Et la première fois, le premier jour, il ne produisait que 3 ou 4 informations. Le lendemain, alors qu'ils ne se rappelaient pas que la veille, on leur avait posé la question, ils en produisaient 25. Le jour d'après, ils en produisaient 50. Qu'est-ce qui s'était passé ? Eh bien, de façon inconsciente, cette tête chercheuse continuait à travailler et récupérer des informations alors qu'ils n'étaient pas conscients qu'on leur avait posé la question un jour avant. Alors, dans les points faibles, et là, qui peuvent poser des problèmes juridiques, si on peut dire, c'est ce qu'on appelle la mauvaise attribution, être persuadé d'avoir vu quelqu'un à un endroit, par exemple, alors que c'était à un autre endroit. On est sans arrêt pris en défaut, un petit peu comme ça, par les gens avec qui on vit, qui nous disent « non, c'est absolument pas comme ça que ça s'est passé ». Là aussi, comment expliquer que la mémoire puisse se tromper à ce point-là ? Il y a des interférences. Et ça, malheureusement, la mémoire n'est pas infaillible. Et vous avez raison, c'est le faux témoignage, c'est l'impression du déjà-vu, c'est un certain nombre de situations dans lesquelles on est convaincu, à tort, d'avoir été le témoin de quelque chose qui n'est pas vrai. Et est-ce qu'on a un moyen de savoir que c'est un vrai souvenir ou un faux souvenir quand il nous vient comme ça ? Non, on n'a pas de moyen de le savoir. D'accord. On n'a pas de moyen de le savoir. C'est la confrontation avec la réalité, c'est la confrontation. Alors ça va même plus loin, si vous voulez, ça va même plus loin, parce que c'est même le problème de la maladie mentale, parce que parfois vous avez comme ça des convictions délirantes. Vous voyez, le délire. Le délire, c'est ça. C'est je suis persuadé d'avoir vécu telle chose, et ça n'est pourtant pas vrai. Les confabulations, c'est bien ça. Des gens qui confabulent. Et qui ont des impressions et qui vous racontent des histoires du passé qu'ils n'ont pas vécues.
Alors, cinquième problème qu'on peut avoir, c'est la suggestion. Là, c'est parce qu'on vous a posé des questions. Alors là aussi, c'est surtout le circuit judiciaire qui a étudié ça. Parce qu'on vous a posé des questions sur un souvenir, finalement, ça finit par se mélanger avec le souvenir. La suggestion peut modifier les souvenirs. C'est beaucoup moins solide, là aussi, que ce qu'on pensait. Et puis, le sixième point qui est le biais. On a tous des biais. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, vous en connaissez sûrement beaucoup, mais le biais d'égocentrisme, c'est-à-dire que vous avez tendance à améliorer votre rôle dans les souvenirs que vous avez. Et donc, au fil du temps, eh bien, vous allez enjoliver, oublier peut-être ce qui est le moins glorieux et garder ce qui est le plus glorieux. Donc, vous allez re-raconter de telle façon que vous expliquez votre conduite. Ça, je trouve que c'est un biais merveilleux parce que ça veut dire que même nous-mêmes, on peut se tromper par rapport à notre mémoire. Vous parlez pour vous, là. Pas de nom. Alors, le septième biais, c'est la persistance. Alors, celui-là est plus gênant parce que c'est les psychiatres qui s'y intéressent beaucoup. La persistance, ce sont des souvenirs finalement chargés d'émotions, mais pas d'émotions positives. Et là aussi, comment faire pour se délier d'un souvenir fortement chargé négativement, après les stress post-traumatiques par exemple. Est-ce que là aussi, on a des moyens physiques, techniques, psychologiques pour se débarrasser d'un souvenir gênant ? C'est très très difficile et vous savez qu'avec ce qui s'est passé au cours de ces 2 ou 3 dernières années en France, il y a actuellement des travaux qui sont en cours pour voir comment on peut arriver à diminuer cette charge émotionnelle terrible au cours de ces PTSD, de ces agressions, notamment visuelles. Alors, il y a des travaux qui sont assez intéressants, c'est qu'on est en train d'étudier l'effet d'un médicament, pour ne pas le nommer, c'est l'avlocardil, qu'importe, enfin, de propanolol. C'est un bêta-bloquant qui, si vous voulez, qui, lors de l'évocation du souvenir, si vous voulez, bloque l'émergence émotionnelle. Donc on peut arriver petit à petit à évoquer le souvenir sans qu'il soit associé à cette charge émotionnelle négative. Et c'est une façon petit à petit de diminuer, si vous voulez, la charge liée à l'évocation du souvenir. D'accord, donc il ne faut pas hésiter à consulter. Si vous-même êtes envahi par des souvenirs comme ça traumatisants, n'hésitez pas à consulter. Alors ce sont des recherches évidemment, mais il y a aussi des méthodes pour essayer d'atténuer l'impact émotionnel du souvenir. Et ça, c'est très important, effectivement, dans le stress post-traumatique. Est-ce que l'alcool peut perturber la mémoire, là aussi, ou la récupération, ou à long terme d'ailleurs, dans l'alcoolisme chronique ? Bien sûr. Le syndrome de Korsakoff, je crois qu'on va peut-être parler d'un cas connu dans la littérature qui s'appelle le KHM, mais nous avons aujourd'hui la reproduction, je dirais, presque quasi expérimentale du KHM par la consommation excessive d'alcool qui entraîne ce qu'on appelle un syndrome de Korsakoff. Alors, bien sûr, ce sont des cas très particuliers, ce sont des consommations qui sont absolument énormes chez des gens qui sont dénutris. Et on pense que c'est à la fois l'interaction entre la dénutrition et la consommation excessive d'alcool qui sont à l'origine des lésions qui touchent justement ce circuit dont j'ai parlé tout à l'heure, de circuit de mise en mémoire. Donc l'alcool n'est pas bon du tout pour la mémoire, ça c'est sûr.